Citoyennes, citoyens, bonjour. Aujourd'hui, on va découvrir les Super Jupiter, une nouvelle classe de planètes qui pourrait avoir un visage assez différent de ce à quoi on s'attendait. On parlera ensuite de la nouvelle politique spatiale américaine qui mise tout sur la Lune au détriment de la science, et du spatial européen qui s'envole aux côtés d'Ariane 6. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Dans le système solaire, on peut compter 3 grandes classes de planètes. Les planètes telluriques, majoritairement constituées de roches et de métaux. Ce sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Il y a ensuite les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, puis les géantes de glace, Uranus et Neptune. Quand on a commencé à découvrir des planètes autour d'autres étoiles que le Soleil, on s'est rendu compte qu'il fallait créer de nouvelles catégories pour désigner des planètes très différentes de ce qu'on connaît chez nous. Les Jupiter chauds, des planètes géantes très proches de leur étoile, les super-terres, des grosses planètes telluriques ou les mini-Neptunes. Il y a cependant une frontière qui est mal connue, celle qui sépare la planète géante et l'étoile. Jupiter est bien trop légère pour devenir une étoile. Il faudrait qu'elle soit 90 fois plus massive pour être considérée comme une véritable étoile, et 13 fois plus massive pour entrer dans la catégorie des naines brunes. Ces dernières sont en quelque sorte des étoiles ratées. Elles peuvent déclencher des réactions de fusion du deutérium, mais pas de l'hydrogène. Elles chauffent donc légèrement, sans jamais réellement briller. Juste en dessous des naines brunes, il y a cependant une classe de planètes qui reste mal connue. On pourrait les qualifier de Super Jupiter. Elles sont environ 10 fois plus massives que la plus grande planète du système solaire, mais n'abritent aucune réaction de fusion, même pas du deutérium. Cette classe de planètes, on commence tout juste à mieux la comprendre à travers des observations directes. VHS 1256b fait justement partie de cette famille. C'est le point marron que vous voyez sur cette image. Elle est assez proche de nous, 40 années-lumière, et juste à la limite qui sépare les planètes des naines brunes. Elle gravite justement autour de 2 naines brunes, dont la lumière se confond ici au centre de l'image. Ces caractéristiques en font une des planètes les plus faciles à imager directement. Elle a notamment pu être observée par James Webb pour fournir des données intéressantes. En 2023, le télescope a ainsi pu détecter des nuages de silicate dans son atmosphère, ainsi que la signature chimique de plusieurs gaz. Les variations rapides de la lumière reçue laissent également imaginer des nuages en évolution permanente, certains étant plus chauds et bas et d'autres plus froids et hauts. Dans la représentation d'artistes sur le site de la NASA, VHS 1256b ressemble à Jupiter en plus grande, avec même sa grande tache rouge. Cette représentation pourrait cependant être largement fausse. On a pris l'habitude de visualiser les Super Jupiter comme assez similaires à Jupiter, avec des bandes parallèles courant de part et d'autre de l'équateur. Cette structure est due à de forts vents courant vers l'est ou vers l'ouest selon la bande dans laquelle il se trouve. Une étude publiée fin novembre vient cependant tempérer la similarité entre les analogues de Jupiter et les Super Jupiter. Les Super Jupiter abriteraient des mécanismes qui leur donneraient un visage assez différent. Ces planètes sont en effet plus chaudes et libèrent une bonne partie de cette chaleur dans leur atmosphère. Des chercheurs ont donc modélisé ces caractéristiques avec la composition connue de la planète et débouchent sur un visage très différent. Plutôt que d'être parcouru de bandes, VHS 1256b serait plutôt parsemé de nuages irréguliers. Ces planètes seraient ainsi parcourues de fortes turbulences qui casseraient d'éventuelles bandes. Il ne faudrait ainsi plus considérer les Super Jupiter comme semblables à Jupiter, mais en plus grand. Ce serait une classe de planètes foncièrement différente, avec des phénomènes atmosphériques très distincts. VHS 1256b en particulier serait l'exoplanète connue disposant de l'atmosphère la plus variable sur un court laps de temps. Elle serait soumise à d'immenses tempêtes de poussière. Bien entendu, le mieux serait de pouvoir confirmer ces prévisions visuellement, mais c'est encore très loin des capacités de James Webb. La connaissance des atmosphères d'exoplanètes repose encore largement sur des modèles atmosphériques.
On a sorti une vidéo sur le sujet il y a quelques mois, vers laquelle je vous renvoie pour plus d'informations. Aux États-Unis, la NASA se met enfin en ordre de bataille pour faire face à son défi lunaire. L'agence a pour objectif de poser des humains sur la Lune, si possible avant 2030. Elle est dans une logique de course avec la Chine, qui de son côté avance bien. Avec un enjeu aussi important, on aurait pu imaginer que les petites guéguerres politiques auraient été rangées sur le côté. Et pourtant, la nomination d'un administrateur général de l'agence a pris presque 1 an et de nombreux revirements. C'est cependant de l'histoire ancienne. Jared Isaacman a été confirmé en tant que 15e administrateur général de la NASA la semaine dernière. À peine le temps de s'asseoir sur son nouveau siège qu'il a été confronté à une date ultra ambitieuse. 2 heures après sa nomination, l'administration Trump a publié une nouvelle politique spatiale. Le premier objectif fixé consiste à poser des humains sur la Lune avant fin 2028, dans 3 ans donc. De quoi se placer juste avant la date prévue par la Chine et donc relever le gant d'une course lunaire. Bon, très honnêtement, j'ai beaucoup de mal à voir comment cet objectif peut être tenu. Il faudra mener Artemis 2 l'année prochaine, puis faire un alunissage sans équipage en 2027, théoriquement avec le Starship. Si tout se passe bien, alors un alunissage habité en 2028 serait possible. Pour gagner du temps, la NASA pourrait privilégier un autre atterrisseur, comme le Blue Moon ou une version simplifiée du Starship. Tant que plusieurs ravitaillements orbitaux restent nécessaires, le plan me paraît personnellement complètement hors sol. Ce n'est pas tout. La nouvelle directive spatiale de Trump prévoit également le déploiement d'un premier avant-poste lunaire en 2030. Le terme avant-poste est volontairement flou. Est-ce qu'il s'agit d'une base à la surface ou simplement de la Gateway ? Un troisième objectif est fixé sur la Lune à la même date avec le déploiement d'un premier réacteur nucléaire. Ici, le programme Surface Fission Power pourrait donc se trouver un débouché. C'est peut-être l'objectif le plus simple à mettre en œuvre, même s'il comporte d'énormes défis en termes de sécurité. Sur d'autres sujets, la directive confirme la fin de l'ISS et propose de mettre l'accent sur les lanceurs privés. De ce côté, pas de gros changements donc. Elle ne fait état d'absolument aucun objectif scientifique, et c'est malheureusement le son de cloche auquel il faut s'attendre pour les 3 prochaines années. La NASA est traitée comme un outil de la puissance américaine avant tout. Les objectifs c'est bien beau, mais il faut pouvoir les transformer en actions concrètes. Sans modification majeure de l'architecture d'Artemis, la date de 2028 n'a aucune chance d'être tenue. Et même avec une simplification, il y a un travail énorme à accomplir. 2028 correspond à la fin du second mandat de Donald Trump, et c'est probablement la seule logique derrière la date. Il faudra cependant se confronter à la réalité assez rapidement, avec un glissement probablement de plusieurs années. La directive et Isaacman ne se sont pour le moment pas beaucoup épanchés sur les collaborations internationales, qui sont pourtant au cœur d'Artemis. On attendra un plan concret avec tous les véhicules envisagés pour voir si l'Europe peut encore jouer la carte du module de service d'Orion et de sa participation à la station Gateway. Il n'y a parfois pas besoin de leader pour avancer. Alors qu'il n'y avait pas de chef, les ingénieurs du Centre spatial Goddard n'ont pas chômé en 2025. Ils viennent ainsi de compléter l'assemblage du télescope spatial Nancy Grace Roman, le prochain grand observatoire de la NASA. Le télescope a connu du retard et un surcoût budgétaire avec un coût final estimé à 4,3 milliards de dollars. En l'absence d'une véritable politique scientifique, on peut supposer qu'il sera maintenu, mais honnêtement, c'est un peu flou. Il serait tout de même bien dommage de ne pas lancer un télescope qui est entièrement assemblé et qui promet de révolutionner les capacités de l'astronomie. Équipé d'un miroir d'une taille similaire à celui d'Hubble, Roman va exploiter un très large champ de vision et des capacités en lumière visible et en infrarouge. Il aura 2 missions principales. La première concernera l'énergie noire. Le télescope observera l'univers à grande échelle pour caractériser son influence à différentes époques du cosmos. Cela devrait aider à départager différentes hypothèses sur sa nature et ses propriétés. Une grosse partie du surcoût du télescope vient cependant de sa seconde capacité qui s'est greffée au cours du programme. Il est doté d'un coronographe pour faire de l'imagerie directe d'exoplanètes, ce qui nous renvoie à notre premier sujet de l'épisode. En plus de ça, il pourra utiliser des effets de micro-lentilles gravitationnelles pour découvrir un grand nombre de planètes, y compris des planètes errantes de petite taille. Cela devrait aider à dresser un portrait général des systèmes planétaires et des planètes errantes. Y a-t-il beaucoup plus de grandes ou de petites planètes ?
L'observatoire doit être lancé à l'automne 2026 et je suis certain que son nom viendra s'inscrire très souvent dans ces émissions au cours des années suivantes. Les budgets spatiaux sont en baisse aux États-Unis, mais en hausse en Europe, ce qui se traduit par un certain nombre de nouveaux projets. Ariane 6 va ainsi bientôt recevoir un kickstage dénommé Astris à partir de 2027. Un kickstage, c'est une sorte de mini-étage supérieur qui améliore l'agilité d'un lanceur, en permettant de libérer des charges utiles sur différentes orbites ou sur des trajectoires particulièrement énergivores. Le contrat existe depuis 2021, mais il vient apparemment d'évoluer. Grâce à de nouveaux financements, à hauteur de 100 millions d'euros, ce kickstage va évoluer pour devenir un remorqueur spatial à part entière, avec des capacités largement augmentées. Le premier vol serait en revanche décalé à 2029. Cela permettra à Ariane 6 de projeter des charges utiles sur des trajectoires plus complexes, et peut-être même pour des missions interplanétaires. Le lanceur européen est doucement en train de monter en puissance. Il a réussi le 17 décembre le lancement de 2 nouveaux satellites de la constellation Galileo, le GPS européen. Ariane 6 aura réalisé 4 lancements en 2025, ce qui est de bon augure pour les années qui viennent. Les succès sont au rendez-vous, la montée en cadence se poursuit, et on devrait donc assez rapidement atteindre une dizaine de lancements par an. Cela permettrait de retrouver le rythme du début des années 2000, lorsqu'Ariane 4 et 5 volaient en même temps. Ce tir est également un succès significatif pour Galileo. Il permettra de porter la constellation de navigation par satellite à 28 satellites actifs, avec d'autres lancements prévus pour 2026 et 2027. À l'heure où l'allié américain semble de moins en moins fiable, c'est une capacité souveraine extrêmement importante. Les 2 lancements précédents de Galileo avaient été effectués par des Falcon 9, mais Ariane 6 devrait maintenant pouvoir réaliser tous les autres lancements de la constellation. Le lanceur lourd européen va avoir fort à faire, puisque le continent est en train d'injecter énormément d'argent dans de nouvelles capacités, notamment militaires. Souvenez-vous, l'Allemagne, à elle seule, a annoncé vouloir dépenser 35 milliards d'euros dans le spatial militaire d'ici 2030. Cela commence à se traduire par des contrats. IceAce et Rheinmetall vont ainsi recevoir 1,7 milliard d'euros pour fournir des images satellitaires radar haute résolution aux armées allemandes. Les 2 entreprises ont formé une joint venture pour produire des satellites radar qui devraient commencer à sortir de leur chaîne de production en 2026. Sur le même thème, les entreprises Helsing et Kongsberg ont également annoncé vouloir construire une constellation dédiée au renseignement militaire avec des capacités radar, optiques et radio. Cela ouvre la perspective pour de nombreux lancements sensibles qui privilégieront donc des lanceurs européens. Ariane 6 dans un premier temps, mais peut-être aussi les nouveaux entrants. L'Allemagne soutient 3 entreprises, Isar Aerospace, RFA et iImpulse, qui pourraient trouver là des contrats pour grossir rapidement. Et voilà qui boucle notre épisode d'actualité spatiale pour cette semaine. N'hésitez pas à partager vos questions et remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on prend un petit peu de vacances pour Noël et on revient mardi prochain. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.